Merci d'être avec nous, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Frédéric Auréal. Merci également d'être avec nous, ancien fonctionnaire de police. C'est mon obsession ce soir, Manuel Bompard. Comment est-ce qu'on ramène le calme? Comment est-ce qu'on apaise les choses ce soir? En apportant des réponses à la hauteur de la colère et de l'émotion que le décès de ce jeune homme a produite dans le pays. Ces réponses, elles doivent être nécessairement très importantes et très claires. Elles doivent être judiciaires et elles doivent être politiques. D'abord, je le dis, je ne comprends pas pourquoi les policiers qui sont suspectés soit d'avoir commis cet acte, soit d'avoir menti, parce qu'initialement, quand même, un certain nombre d'entre eux ont propagé une version qui ne correspondait pas à la réalité, n'ont pas été suspendus. Ça, c'est à mon avis la première chose. Deuxièmement, il y a une demande des avocats, et je pense qu'elle est légitime, pour que la procédure judiciaire ne soit pas entachée de suspicion. Il y a une demande qui a été faite d'un dépaysement pour que l'affaire ne soit pas traitée par le parquet de Nanterre, mais qu'elle soit traitée ailleurs. Je pense que c'est une demande aussi à laquelle il faudrait bien évidemment répondre favorablement. Et des réponses politiques, parce que cette situation, elle ne peut pas se reproduire. Et si on ne veut pas qu'elle se reproduise, il faut qu'on comprenne comment elle a pu se produire. Et notamment, pas seulement ça, mais notamment il y a la question de la loi Cazeneuve-Hollande de 2017, la modification législative, sur laquelle il faut qu'on puisse travailler. Nous avons demandé, notre groupe parlementaire, déjà au mois de décembre dernier, une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. Je pense que cette commission d'enquête, il faudrait qu'elle puisse être mise en place. On va y revenir, mais pardon, dans ce que vous donnez ce soir comme élément pour apaiser, pour vous, ce soir, avec les tensions qu'on peut avoir à différents endroits, les différentes villes que je citais, c'est pas une question de maintien de l'ordre. Il n'y a pas une question de maintien de l'ordre ce soir d'abord prioritairement. Mais si vous voulez répondre à la colère et à l'émotion, il faut y apporter des réponses qui sont à la hauteur de cette émotion. Sinon, vous n'y arriverez pas. J'entends des gens dire il faut revenir à la normale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la normale est insupportable. Donc c'est pas vrai qu'en revenant comme ça, tout se calme, etc., qu'on va apporter des réponses à ce problème et à cette difficulté. Donc il faut des réponses qui soient à la hauteur de cette émotion. Et pour l'instant, il y a eu des paroles, il faut le dire, plutôt raisonnables du côté de l'exécutif. Je ne le conteste pas. Mais ces paroles, elles ne se sont pas accompagnées de mesures suffisamment fortes et suffisamment significatives pour que les gens se disent « Ah, enfin, le problème va être traité au problème, à l'importance qu'il a pour la société. » Et si vous voulez avoir des réponses fortes, elles ne peuvent pas se bâtir en une soirée. Non, mais du point de vue judiciaire, par exemple, vous entendez que les différents éléments que j'ai posés sur la table, et qui ne sont pas seulement d'ailleurs mon souhait, j'ai relayé par exemple une demande des avocats, ça c'est des décisions qu'on peut prendre immédiatement pour dire voilà, on a entendu le message, on a compris et il y a une procédure qui va être claire, transparente, exemplaire et qui ne sera pas contestée. Frédéric Auréal, il y a ces images qui nous parviennent ce soir. On en a eu d'autres évidemment hier soir, mais on a ces images ce soir. Vous avez vécu ça. Oui, 2005, vous étiez sur le terrain pendant les émeutes. Ça a duré, ça a été long, ça a été très compliqué. On n'est pas dans une situation similaire ce soir, il faut le dire tout de suite, en termes d'intensité, en termes d'extension des violences. Mais comment est-ce qu'on évite précisément d'en arriver là, d'en arriver à ce qui s'est passé en 2005 ? Alors, deux choses, ça a déjà été évoqué par les différents intervenants. On est dans une phase judiciaire. On peut comprendre l'émotion, elle est tout à fait compréhensible et légitime, mais revenons quand même aux fondamentaux de l'état de droit, c'est qu'actuellement, le policier qui a tiré est en garde à vue. Il y a le contrôle de l'autorité judiciaire. Vous l'avez souligné tout à l'heure, l'IGPN est dirigée par une magistrate. Donc les garanties qui peuvent être apportées, je dirais, sur l'objectivité de l'enquête, alors dépaysement, pas dépaysement, moi j'ai pas d'avis là-dessus, et je ne mettrai absolument pas en cause le parquet de Nanterre qui fait son travail. Et on verra demain, quand la garde à vue sera terminée, ce qu'il en viendra du sort judiciaire du garçon gardé à vue et de l'autre policier. Suspendre tout, laissons la justice faire son travail. Et l'émotion, à mon avis, autant on peut la comprendre à titre individuel, et je pense à la mère de ce garçon qui a été tué, et on la partage, je pense, tous. Il n'en demeure pas moins que, pour les magistrats, ils sont dans une autre logique de dire le droit et de permettre de connaître la vérité, parce que de tout cela, on a effectivement des vidéos, mais on n'a pas, et heureusement d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de l'enquête, on n'a pas les séquences d'avant, tout ce qui s'est passé, de façon à avoir la vision la plus objective et qui servira tout le monde, le parquet, les avocats qui auront en charge de tant partie civile d'ailleurs que ceux des mises en cause. Donc on en est là. Pour ce qui relève de l'ordre public ce soir,
Le ministre a pris la bonne décision, c'est-à-dire de densifier le dispositif. On a 2000 forces de l'ordre sur le terrain ce mettre soir. à disposition des différents chefs de circonscription et différents directeurs départementaux de la sécurité publique des effectifs pour faire face. Tout à l'heure, le maire évoquait la présence des BAC et autres. Donc, on est sur un dispositif classique de maintien de l'ordre et, si possible, d'interpellation des fauteurs de troubles. Manuel Bompard, si je comprends bien, ce soir, vous avez un doute même sur la sincérité de l'enquête. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous pouvez pas faire abstraction du fait que malheureusement, on n'est pas au premier drame de ce type. Et qu'un certain nombre d'autres situations aussi dramatiques que celle-ci ont eu lieu et que les réponses judiciaires qui ont été apportées n'ont pas été à la hauteur des actes qui ont été commis. Vous pouvez pas faire abstraction de ça. Et sur le plateau précédent, avant moi, vous aviez un certain nombre de personnes qui ont témoigné de ce sujet. Et donc, je dis que si on veut que personne n'ait de doute, que tout le monde se dise « Ah, il y a quelque chose d'inacceptable qui a été commis » et ça sera sanctionné à la hauteur de la gravité de l'acte qui a été commis, alors je pense que notre responsabilité à tous, c'est d'apporter des garanties. Et ces garanties, c'est... Mais il ne s'agit pas de dire le parquet de Nanterre, j'ai un doute ou je ne sais quoi. Il s'agit de dire que personne ne puisse se dire ah bah il y a quelque chose de pas clair dans la manière avec laquelle ce sujet a été traité. Mais alors pardon, pourquoi vouloir aller plus vite que la justice? Pourquoi chez vous, dans votre camp, Jean-Luc Mélenchon par exemple parlait des IR de criminels, d'abus de pouvoir, de peine de mort? Pourquoi vouloir, de peine de mort infligée par les policiers, pourquoi vouloir aller plus vite que la justice? Excusez-moi, mais malheureusement c'est un fait. Est-ce que ça c'est apaisant? Non, mais là il y a un fait qui est que ce jeune homme est mort. Et que ce jeune homme, c'est une raison de plus pour que la justice. Oui, mais donc c'est un fait. Il ne s'agit pas de dire qu'on va plus vite que la musique. C'est un fait, malheureusement. Et moi, je ne dis pas qu'il faut aller plus vite que la justice. Je dis qu'il faut des garanties. Et une mesure de type de suspension administrative, par exemple, ça existe. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin d'une procédure judiciaire pour dire de manière prudente. Parce que qu'est-ce qui va se passer à la fin de la garde à vue de ce policier? Il va reprendre une activité normale en attendant que l'enquête aille jusqu'à son Cécile Olivier, qu'est-ce qui peut se passer à la fin de la garde à vue? C'est quand même une question qui peut être posée. Qu'est-ce qui peut se passer? On ne sait pas, la garde à vue, ça prend fin demain matin. Voilà. Il peut soit être mis en examen et après il y aura un débat devant un JLD, soit juge des libertés de la détention pour savoir s'il est placé en détention provisoire. Voilà, détention provisoire. Donc pour ça, normalement, la détention provisoire, c'est l'exception. Il y a certaines choses qui la motivent, comme par exemple le trouble à l'ordre public. Donc on verra. Ou alors il peut être placé sous contrôle judiciaire et être laissé. Mais de toute façon, y compris une suspension administrative demande un certain nombre de procédures. Ça se déclenche pas comme ça. Il y a une instruction. Il y a une autorité policière qui peut la prendre. Gérald Darmanin a dit dès aujourd'hui qu'il y aurait des sanctions s'il y avait poursuite de la part de la justice. Il y aura des sanctions, a dit Gérald Darmanin aujourd'hui. Frédéric Auréal. Je comprends pas. Sachant que quand ils sont suspendus, ils travaillent pas, mais ils sont payés quand même. Oui. Mais d'accord, mais au moins ils ne travaillent pas. Si vous me permettez, j'arrive pas à comprendre votre doute sur la justice. Je n'arrive pas à le comprendre. Le chef de service que j'ai été a pu voir l'application de la justice. Il n'y a aucune mansuétude de la part de la justice. Et d'ailleurs, il n'y a pas à en avoir. Nous sommes des citoyens. Le policier dans cette situation est un citoyen comme les autres. La preuve en est, toutes les garanties sont apportées pour qu'il y ait le respect de la procédure. Il n'y a pas de doute à avoir sur le sujet. Premier élément. Deuxième élément, c'est fait date d'hier. On voudrait que l'affaire soit close avant d'être traitée. Laissons le temps de... Et là, je pense que, là, quand je parlais en liminaire de la mauvaise émotion, on est dedans. Il ne faut pas qu'elle pollue le reste de l'enquête. Autant on peut la comprendre dans la compassion, dans tout ce qu'on peut imaginer en tant qu'être humain par rapport à cette mère et à ce gamin de 17 ans qui n'avait aucune raison de mourir à cet âge-là. Autant il faut aussi, dans le domaine qui est celui de l'état de droit, être respectueux des procédures. Oui, juste un point. Ce dont parle Manuel Bompard et ce dont parlent les avocats de la famille, c'est pas de l'impartialité, c'est pas une demande d'impartialité, c'est pas un doute sur l'impartialité du parquet de Nanterre. Ce qui est demandé, c'est une apparence d'impartialité. Vous savez, c'est ça en fait qui prime dans la philosophie du droit. Quand vous regardez, c'est l'apparence d'impartialité. Le juge, il faut qu'il ait l'apparence de l'impartialité. Or, et vous considérez, Pablo, que ce n'est pas le cas?
C'est pas moi qui le considère. Ce sont les avocats, ce sont les gens qui habitent à Nanterre, c'est la famille, c'est eux qui ont peur que le juge ne soit pas impartial. D'abord, ça n'existe pas l'impartialité. Hein. L'impartialité n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui jugent et ils le jugent à l'aune de leur propre subjectivité. Donc c'est en fonction du droit. Donc c'est l'apparence qu'il faut garder. Après, moi, j'aimerais juste dire un mot. On parle depuis tout à l'heure d'émotion. C'est pas une émotion là qui traverse aujourd'hui les quartiers populaires et particulièrement les jeunes hommes et femmes noirs et arabes de nos quartiers populaires. C'est de la rage. Et ils ont la rage parce que ils voient que la situation ne fait que en fait se détériorer entre eux et la police. Ils voient la police qui est de plus en plus agressive, ils voient de plus en plus de morts, ils voient de plus en plus de ce qu'on appelle dans les services de police des bavures policières, mais qui n'en sont pas, qui sont un travail systémique de violence policière. Et ça, il faut aussi l'entendre et écouter en fait ces gens qui n'en peuvent plus de subir en fait ce type d'attaque de la part de la police, et il faut leur apporter une réponse politique à la hauteur de leur rage. Juste une chose, parce que je voudrais insister, on ne l'a pas suffisamment fait dans le plateau précédent. Vous parlez de jeunes gens noirs, arabes, vous le dites ce soir. Ça a été posé sur la table aussi par Marine Tondelier, par exemple, du côté d'Europe Écologie Les Verts, en disant qu'il y avait un problème de racisme dans la police. Elle faisait bien avec ce qui s'est passé du côté à Nanterre. Qu'est-ce que vous répondez à ça aussi, Frédéric Oréal, quand cette accusation-là est portée aujourd'hui contre la police? Qu'elle est facile, qu'elle est infondée, parce que moi je pense aux victimes. Rapport du défenseur des droits en 2020. Oui, monsieur, vous me sortez tout ça, je veux bien l'imaginer. Moi j'ai juste... plutôt. Excusez-moi, moi j'ai juste 40 ans de police dans un commissariat avec des gens qui viennent demander... J'ai pas la prétention d'avoir la science sur le sujet. Ne l'ayez pas vous non plus, monsieur, si vous permettez. Mais je parle de la défenseur, sous le contrôle de la défenseur des droits, un rapport de 2020 que je vous invite à lire. Si vous voulez, je vous l'envoie après. Mais c'est pas, je l'ai lu, monsieur, c'est pas le sujet. On n'est pas là pour débattre du débat. Moi, je vous parle des gens qui, demain matin, vont voir leur voiture brûlée, vont avoir les multiples dégâts qu'il va y avoir dans les cités. Moi, je trouve que le terme de gardien de la paix, il a du sens, contrairement à ce que vous pensez. Et que vous parlez de violence systémique et de racisme systémique. Mais où c'est ce dont parle le défenseur des droits dans son rapport en 2020. Le défenseur des droits le dit, c'est une vérité universelle. Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais je me cache. Mais là, pour le coup, excusez-moi, mais c'est une institution, c'est une autorité indépendante. Et la police, mais la police est tout autant. La police est tout autant, mais je vous dis mes sources. Vous me dites mes sources, c'est mes 40 ans de métier dans mon commissariat. Écoutez, je pense que savoir un rapport de la défenseur des droits, ne serait-ce qu'au nom de tous les collègues avec lesquels j'ai travaillé. Monsieur, si je peux me permettre... Roselyne Bachelot. Excusez-moi. Oui, enfin, je crois que là, on s'engage sur un mauvais sentier du débat, racisme systémique d'accusation d'un côté, et comme s'il n'y avait pas de difficulté de violence policière. Je crois qu'effectivement, c'est ni l'un ni l'autre. Je crois que les syndicats de police ont tout intérêt à reconnaître qu'il y a dans l'exercice de la police, il peut y avoir des fautes, même des crimes, des délits, et que trop souvent, on a jeté le manteau j'allais dire le manteau de Noé sur cette affaire. Et que je crois que les policiers ont tout intérêt à dire, justement, parce qu'ils remplissent une mission de service public et que les comportements déviants ou fautifs doivent être sanctionnés, et ils doivent sanctionner sévèrement, parce que quand on exerce une mission de service public, on a cette responsabilité. Pardon, je vous coupe, Roselyne, je suis obligé de vous couper, je suis désolé, parce qu'on a de nouvelles informations, je suis désolé, qui nous arrivent du terrain. On va tout de suite retrouver l'une de nos équipes du côté de Nanterre, où on nous signale ce soir 18 interpellations. Oui, effectivement. Et à l'heure où je vous parle, il y a d'importants tirs de mortier d'artifice, Maxime, dans le quartier du Vieux-Pont, un quartier qui était jusqu'à présent extrêmement calme. Mais depuis maintenant 2-3 minutes, eh bien, ce sont plusieurs dizaines de tirs de mortier en direction donc, des forces de l'ordre qui sont postées à l'entrée de ce quartier. On voit des véhicules qui sont en train bien de faire marche arrière pour éviter d'être touchés par ces tirs de mortier. Ce que je peux vous dire, voilà, c'est que la situation, elle était assez calme jusqu'à présent. Vous l'avez dit, il y a ces tout derniers chiffres de la préfecture de police qui fait écho de 18 interpellations sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine. 11 interpellations à Nanterre. On n'a pas plus d'informations donc, concernant les chefs d'accusation
de ces interpellations. Mais voilà, la situation, elle est en train de prendre un tout autre tournant à l'heure où l'on se parle, avec donc, vous l'entendez peut-être derrière moi, ces tirs de mortier en direction donc des forces de l'ordre, qui sont peu visibles dans ce quartier, puisque l'ensemble des effectifs ont été mis en stand-by, entre guillemets, à la préfecture de police. Pour l'instant, ce sont seulement 2-3 quarts de CRS qui sont en poste. C'est une situation qui est en train petit à petit de dégénérer, avec donc ces tirs de mortier, de nombreux véhicules qui sont en train de faire marche arrière et des gens qui sont en train de descendre dans la rue. Il y a, à l'heure où je vous parle, une première colonne de CRS qui est en train d'avancer, de pénétrer dans ce quartier, plusieurs dizaines de CRS avec les casques vissés sur la tête, boucliers à la main. On imagine qu'ils vont tenter de progresser dans ce quartier pour interpeller ces fauteurs de troubles. Mais voilà, on est en train de changer totalement d'ambiance. Ici dans ce quartier du Vieux-Pont, je le rappelle, c'est ici qu'était domicilié le jeune Naël, âgé de 17 ans, qui a donc trouvé la mort hier matin par un tir d'un policier. 18 interpellations, merci à vous. 18 interpellations dans les Hauts-de-Seine ce soir, 11 à Nanterre, des tensions également signalées du côté d'Argenteuil, Cécile Olivier, et en différents points, parfois loin de Nanterre, loin de la région parisienne également. Oui, en fait, il y a des incidents un petit peu partout ce soir. Le plus sérieux, peut-être jusqu'ici, à Toulouse, où il y a eu plusieurs départs de feu dans le quartier du Mirail, des jets de mortier, des cocktails Molotov, des dégradations de mobilier urbain. Il y a eu des interpellations et une unité de force mobile a été envoyée en renfort. À Viry-Châtillon, vers 20h50, ce sont une trentaine de personnes qui ont arrêté un bus, qui ont demandé au chauffeur de le mettre en travers de la route et ils ont mis le feu à ce bus. Il n'y a pas eu de blessés parce que les passagers ont quitté le véhicule. Il y a eu des tirs de mortier à Dijon, des incidents à Lille également, quelques incidents à Lyon. Donc un petit peu partout, en fait, c'est ce que redoutent les autorités, qu'il y a un embrasement un peu partout dans le pays. Une source ce soir au ministère de l'Intérieur disait que clairement, ça n'était pas une soirée normale. Roselyne. J'ai pas pu terminer ma conclusion. Je citerai simplement une phrase que j'ai trouvée très bien, très juste, du député François Ruffin. En tenant des propos très mesurés, il dit « Porter l'uniforme de la République implique des devoirs pour les policiers et pour les citoyens ». Et je trouve que cette phrase est parfaite dans l'appréhension du sujet qui est le nôtre ce soir. Les citoyens portent rarement l'uniforme. Manuel Bompard, vous serez demain à la Marche Blanche ? Oui, je vais y participer, mais je pense qu'il faut bien comprendre que c'est d'abord un hommage citoyen. Et donc j'y serai comme citoyen, mais il faut en respecter le caractère bien évidemment apolitique, et c'est dans cet état d'esprit que j'y participerai. Il y a un mot qui n'est pas prononcé, c'est le mot de chagrin. Je trouve qu'on parle de révolte, mais c'est aussi le témoignage de chagrin. Et c'est dommage peut-être que ce mot ne soit pas dit d'abord. S'il reste quelques secondes, je voudrais dire de manière respectueuse, mais que sincèrement, si vous pensez que finalement tout va bien dans les procédures judiciaires. Non, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En gros, il y a des procédures judiciaires, elles fonctionnent bien, il y a une IGPN, il n'y a pas de problème. Ou si vous pensez qu'on n'a pas vu malheureusement une multiplication ces dernières années de cas de racisme dans la police, vous avez le droit de le penser, monsieur, mais malheureusement, ça ne correspond ni au ressenti d'un très grand nombre de citoyens, ni à un certain nombre de rapports, d'études, du défenseur des droits, des institutions internationales qui disent qu'il y a un problème, et qui est un problème systémique. Je sais que ça fait peur de dire ça, mais c'est la vérité. Il y a un problème d'organisation systémique de la police en France. Et si on veut répondre à ce sujet, il va falloir des réponses qui ne peuvent pas être seulement dites aux gens de se calmer. Il va falloir des réponses de réforme en profondeur de l'organisation de la police nationale. Merci Emmanuel Bompard. Vous allez pouvoir répondre dans un instant, Frédéric Aurial, mais on a ces nouvelles images qui nous arrivent d'Argenteuil ce soir dans l'Oise. À nouveau, des tensions, des tirs de Val d'Oise, pardon, des tirs de mortier d'artifice. Merci pour la correction. Du côté d'Argenteuil, donc ce soir avec des images qui sont toujours assez impressionnantes, assez saisissantes. Images également ce soir du côté de Châtenay-Malabry. On est toujours en région parisienne, on est dans les Hauts-de-Seine, pas très loin de Nanterre, avec là aussi des feux de poubelles, notamment signalés du côté de Châtenay-Malabry, et des images qui nous arrivent ce soir, petit à petit, évidemment, avec des événements et des tensions qui se produisent visiblement plus tard qu'hier soir. Hier soir,
hier, ça avait commencé assez tôt dans la soirée. Là, les choses sont visiblement en train de se passer maintenant et les images ne nous arrivent que maintenant à 23h24 sur BFM TV. Frédéric Aurial, je vous donne la parole. Un peu dans les ce que vous avez dit, Madame la Ministre. Vous rappelez simplement que la police, au niveau du contentieux disciplinaire de la fonction publique, la moitié des sanctions prononcées au sein de la fonction publique le sont pour les fonctionnaires de police. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune indulgence, et je le dis, quelle que soit la tendance politique qui dirige le ministère. Pour avoir participé à des conseils de discipline, je peux vous assurer que c'est tout sauf une part de plaisir pour les gens qui y défèrent. Alors que cela n'aille pas dans le sens de la sévérité que vous vouliez, je veux bien, mais l'objectivité nous amène quand même à dire les choses. Dites les choses jusqu'au bout, monsieur. Alors, par exemple, combien d'affaires qui vont à l'IGPN ne donnent pas lieu à des sanctions, par exemple, parce qu'on n'arrive pas à identifier les policiers, parce qu'ils ne portent pas le numéro d'immatriculation qui est obligatoire. Mais là, vous par parlez exemple, des sanctions et pas des condamnations, d'ailleurs, c'est différent. À combien de reprises il y a des demandes pour dire qu'il faut qu'il y ait une autorité indépendante et extérieure qui ne soit pas l'IGPN, qui puisse juger ce type de cas. Vous avez l'air de considérer que tout va bien, je vous dis franchement, et je pense que vous vous trompez. Il faut qu'on avance et qu'on conclue ce débat. Je vous donne encore 15 secondes, Frédéric Aurial. Tout simplement vous dire, ça a été dit tout à l'heure, la preuve, c'est que la nomination d'une magistrate à la tête de l'IGPN va dans ce sens-là, donc ça devrait vous satisfaire. Mais c'est pas indépendant, monsieur, et vous le savez très bien. Et d'ailleurs, ça a été demandé à... Je ne sais pas, parce que quand vous mettez quelqu'un en garde à vue, vous avez toujours la référence d'appeler le parquet. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Ce qui veut dire que l'autorité judiciaire est celle qui dirige l'action. Donc c'est pas parce que c'est l'IGPN dirigé par... C'est toujours le même. La garde à vue, elle se fait sous l'autorité du procureur. J'entends très bien. On n'aura pas le temps d'épuiser ce débat, j'ai bien entendu. Mais prenez juste un exemple pour que tout le monde comprenne. Hier, s'il n'y avait pas eu la vidéo, qu'est-ce qui se serait passé? Vous le savez très bien. La première version, relayée par l'autorité policière dans les médias, c'est une version qui consiste à dire les policiers étaient devant le véhicule et donc ils étaient en danger et donc ils ont répliqué de manière normale. Et vous le savez très bien que malheureusement ce type de situation, ça s'est déroulé à de nombreuses reprises. Et donc vous voyez bien qu'il y a eu une difficulté pour mener ces enquêtes jusqu'au bout. Je rappelle d'ailleurs que certains responsables politiques voulaient interdire le fait qu'on filme les policiers. Quand je vois ce qui s'est passé hier, heureusement qu'on les a pas écoutés. Merci Manuel Bompard d'avoir été avec nous ce soir en direct.